Pour rappel, les séminaires One Bag ont lieu une fois par mois, par Zoom ou en présentiel pour une durée d'une heure. À l'occasion, TICPA accueille des personnes de divers horizons venant présenter des recherches en cours ou les résultats de recherche sur le thème de l'éducation, de l'usage des technologies et de la collaboration. Cette année, les interventions sont axées sur la thématique enjeux éthiques et environnementaux. Nous accueillons donc pour la présentation de ce midi la docteure en psychologie Lisa Moussaoui, assistante et chargée de cours à l'Université de Genève. Ses travaux de recherche portent sur les changements de comportement dans le domaine de la santé et de l'environnement. Elle enseigne les techniques de changement de comportement et l'évaluation des interventions. En parallèle, elle a fondé l'entreprise Behavioral Change Expertise afin d'exercer comme consultante auprès des institutions publiques et les conseiller sur leur campagne de communication et autres actions visant à mener un changement de comportement. Sur ce, alors la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Quel message pour encourager les étudiants et étudiantes à adopter des comportements pro-environnementaux à l'université ». La parole est à vous, Dr. Moussaoui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, on va commencer avec la distance, vous êtes là. Donc, je vais commencer par ce constat que d'une part, que la majorité de personnes ont des attitudes favorables envers l'environnement. Donc, par exemple, on a les chiffres du panel suisse de l'environnement 2018, on voit que 60% des gens sont d'accord avec le fait qu'on devrait tous faire des efforts pour préserver l'environnement. Mais sur la même slide, vous voyez aussi les chiffres comportementaux. Donc, c'est des comparaisons Suisse-Europe. Et on voit par exemple que si tout le monde consommait comme les Suisses, les ressources de la planète sont épuisées déjà le 11 mai de l'année, alors que la moyenne mondiale est en juillet. Et au niveau des kilomètres parcourus en avion, les Suisses font 3 fois plus de kilomètres que les Européens. Le décalage entre les attitudes favorables et les comportements. Et cette problématique, si c'est le thème de Development Vibe, il y a aussi ces comportements. Donc, la question se pose comment faire pour changer les comportements, et il n'y a pas du tout en faire des gens en cours, leur faire ce qu'on veut, peut-être tant mieux, mais en tout cas, quand on essaie de les faire changer, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Biford, en 2011, a mentionné les dragons d'inaction. Ils sont en fait des barrières psychologiques qui limitent l'adoption des comportements environnementaux. Le premier, c'est le biais d'optimisme. Donc, c'est le fait de considérer que l'endroit où on vit va être épargné par les conséquences du changement climatique plus que d'autres endroits sur Terre. C'est un biais parce qu'en fait, peu importe où les gens se trouvent, tout le monde pense qu'ils vont être épargnés par les autres. Irrationnel, si on peut. Ensuite, on a le judgmental discounting, qui est le fait que quand quelque chose a lieu dans le futur, par exemple les risques, on va les percevoir comme moins graves plus ils sont loin dans le temps. De nouveau, c'est quelque chose qui va nous démotiver à changer pour lutter contre le changement climatique. Ensuite, techno-salvation, c'est la croyance que l'innovation technologique va suffire à elle seule à résoudre les problèmes associés au changement climatique. Et puis, on entend un peu ça dans les discours politiques, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens et de faire changer, parce qu'en fait, c'est la technologie qui va évoluer et nous permettre de plus avoir d'impact. Du coup, si on pense ça, on n'a plus de raison de changer son comportement. Ensuite, il y a la comparaison sociale, c'est le fait qu'on se compare aux autres, surtout en situation d'incertitude. Et par exemple, si on voit que tout le monde prend sa voiture pour aller au travail et dans une chambre, du coup, on considère que c'est normal de prendre sa voiture pour aller au travail. Il y a les conflicting goals aussi qui peuvent bloquer l'adoption de comportements environnementaux parce que, par exemple, si un de nos objectifs, c'est de découvrir le monde ou de passer des vacances dans un endroit sympa, peut-être qu'on a besoin de prendre l'avion pour aller sur une antenne, mais c'est en conflit avec le but qui pourrait être de préserver l'environnement. Donc, on va avoir ces deux motivations qui se contredisent. Ensuite, on a le déni, qui est simplement lié à la part de responsabilité humaine au changement climatique, par exemple, de considérer que les variations sont des variations naturelles. On entend bien. Ensuite, les risques perçus, par exemple, les risques financiers, qui est, par exemple, se poser la question d'investir dans des panneaux solaires chez soi, mais on se dit que peut-être on va déménager dans quelques temps, donc il
final, l'investissement financier est un risque parce que peut-être que ça ne sera pas rentable si on déménage rapidement. Le rebound effect, ça c'est considéré, par exemple, si son véhicule pollue moins, peut-être qu'on va faire plus de kilomètres parce qu'on dit qu'il pollue moins et au final, l'impact net sera identique que si on avait roulé, roulé plus avec un véhicule constamment, l'impact sera identique que si on avait roulé moins avec un véhicule constamment. Donc voilà quelques exemples de ces barrières psychologiques qui peuvent bloquer le comportement. Dans ma thèse, je me suis intéressée au type de message qui est utilisé pour encourager les comportements écologiques. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, bon, bien sûr, j'ai choisi des exemples qui vont dans le sens de ce que je veux dire, mais ils sont quand même assez représentatifs de ce qu'on trouve spontanément quand on cherche un petit peu ce qui se fait. Donc, on a des messages du type sauver l'Arctique, donc c'est assez loin géographiquement, et c'est une tâche qui est énorme. Sauver la planète aussi, c'est un message qui est vraiment très fréquent. De nouveau, on a cette distance géospatiale énorme. Ou quand c'est pas écrit sauver la planète, des fois on a simplement le petit logo d'une Terre qui nous active ce but un peu abstrait. Ou alors le message que vous avez sûrement vu dans les emails, que vous avez peut-être vous-même, qui est merci de considérer l'environnement avant d'imprimer. Et en fait, on a en rapport le fait d'imprimer une feuille avec sauver l'environnement. C'est ce décalage un petit peu là. Donc la question c'est, est-ce que ce type de formulation, ça accentue pas justement cette distance perçue entre l'objectif et le individuel? Et est-ce que c'est pas non plus une barrière au fait que les gens ne fassent pas les comportements? Donc on a des théories sur les distances psychologiques, notamment celle de Wegner et Valacher, donc Action Identification Theory, qui dit qu'en fait un seul comportement peut être vu de différentes manières, soit de manière très concrète, au niveau même des gestes musculaires, ou de manière très abstraite. Donc, par exemple, là, je peux me percevoir assis sur une chaise en train de parler, ou alors je peux me percevoir comme donnant une présentation à tête face sur comment encourager les étudiants à adopter des gestes écologiques pour le même comportement. Donc, ça, c'est une première théorie. L'autre théorie, c'est Conceptual Level Theory de Trop et Lieberman, qui disent qu'en fait, les éléments qu'on se perçoit de manière abstraite ou concrète vont aussi être perçus à différentes distances. Donc, il y a la distance temporelle, donc à quel point on perçoit que c'est loin dans le temps ou proche dans le temps. La distance sociale, qui concerne des gens comme moi ou des gens différents de moi. La distance spatiale, donc l'événement est proche ou moins. Et la distance hypothétique, qui est la certitude avec laquelle l'événement peut avoir lieu. En fait, ce qu'ils disent, c'est que si on perçoit quelque chose comme abstrait, il va être plus lointain sur toutes ces distances. Et à l'inverse, si on perçoit quelque chose comme concret, il va être plus proche sur toutes ces distances. Donc la question c'est, est-ce qu'un type de distance est plus optimal pour encourager le comportement? Donc dans la littérature, il y a un peu les deux types de résultats. Donc il y a des travaux qui suggèrent que les distants favorisent l'action, par exemple une hypothèse de performance optimale qui dit que pour un comportement facile, un but abstrait est mieux qu'un but concret. Il y a aussi les travaux de Fujita qui suggèrent que les buts abstraits, ça rappelle une sorte de motivation supraordonnée et ça va aider le self-control, donc ça serait toujours mieux pour le comportement. Et des travaux sur les procrastinateurs qui suggèrent que ces personnes se représentent des tâches moins abstraitement que les autres. Mais vous voyez qu'on a autant voir plus de travaux qui suggèrent que c'est plutôt les buts concrets qui encouragent le comportement. Par exemple, Stock et Savon qui propose que pour ensuite des sous-objectifs dans une tâche, ça facilite l'atteinte du but. Bandura aussi qui propose qu'un but proximal, ça donne plus d'informations sur le comportement et donc c'est ça qui facilite l'action. Les travaux sur les procrastinateurs, toujours qui montrent le résultat inverse, c'est qu'une perspective concrète, ça encourage le comportement. Et d'autres auteurs qui ont montré que des messages qui parlaient de comment faire le comportement, donc c'est plutôt un niveau concret, c'était plus efficace qu'un message sur le pourquoi, c'est du coup plutôt une motivation abstraite. Donc voilà un peu l'état de la littérature, donc on a fait des études pour voir ce qu'on trouvait. Donc la première étude que je vous présente, en fait, c'est l'étude 2 de l'article qui est noté en haut si jamais vous voulez plus de détails. Donc ça fait partie du constat que la plupart des étudiants, en fait, ils laissent allumer les écrans quand ils quittent les salles de cours ou les ordinateurs partagés à la bibliothèque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une salle informatique où il y a 38 postes. On a eu des problèmes après, mais bon, ça c'était l'idée. Donc, une salle informatique avec 38 postes. Et donc, on a observé 100 000 étudiants qui avaient
cours dans cette salle le jour où on a fait des observations. Et on a ajouté des point of decision prompts. Donc, en fait, c'est juste un message que la personne voit au moment où elle doit faire son choix. Donc, le point of decision, avec le message je ferme ma session, j'éteins l'écran et on peut démarrer le niveau du poste. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a scotché en fait au bas des écrans, c'est un petit message. Et tous les écrans étaient allumés avant que le cours commence. Et une fois que le cours était fini, on est tout le monde sort, on est juste passé pour voir s'il y avait éteint ou pas, selon la condition. Donc, un certain nombre d'ordinateurs n'avaient pas de message en fait, donc c'était notre premier groupe contrôle, pour voir le taux spontané avec lequel les gens étaient à l'écran. Le contrôle 2, donc c'était simplement dire aux gens quoi faire, sans argument ni abstrait ni concret. Le but concret, donc c'était j'appuie sur le bouton pour éteindre l'écran de mon ordinateur afin de diminuer la consommation d'énergie au sein du niveau, donc un but assez local. Et le but abstrait, j'appuie sur le bouton pour éteindre l'écran afin de contribuer à la sortie du nucléaire. Il faut juste savoir que ces études étaient faites il y a très longtemps, donc en 2013. Et du coup, c'était juste après Fukushima, et donc on parlait beaucoup que la Suisse devait sortir du nucléaire. Donc à cette époque, ça serait peut-être mieux que maintenant. Donc, voilà les résultats. Donc tout à gauche, la petite barre verte, c'est le groupe contrôle sans message. Donc on voit que le taux spontané, c'est 3%. Donc si on dit rien aux gens, il y a 3% qui les éteignent. Et ce qui est aussi un peu surprenant, c'est que la barre jaune, c'est le groupe contrôle 2. Donc c'est ceux à qui on ne donne même pas d'argument pour le faire, mais on leur disait juste d'éteindre. Et eux, il y a 83% de ce groupe qui ont éteint leur écran juste en disant quoi faire. Ensuite, le but abstrait, 56%, donc c'est moins bien que simplement leur dire quoi faire. Et le but concret, même niveau que le contrôle 2, donc 83%. Et la différence est significative entre abstrait et concret. Donc, ce qu'on a tiré de cette étude, c'est que simplement rappeler le geste à faire, ça augmente énormément le taux, on parle de taux spontané, mais aussi donc, cet effet détrimental du but abstrait qui est que comparé à une version où on dit justement quoi faire ou une version dans le concret, le message est très moins efficace. Donc ensuite, on s'est demandé pourquoi. Donc la direction dans laquelle on est allé, c'est des conséquences motivationnelles qui sont un peu cette perception qu'une action individuelle face à un but tellement large, tellement abstrait, ça peut être perçu comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc c'est un effet qui est connu comme drop in the bucket dans la littérature. Et l'idée, donc, je ne sais pas si vous connaissez le modèle de Bandura, la personne qui fait le comportement et ensuite les conséquences du comportement. Donc Bandura, il propose que pour que quelqu'un fasse un comportement, il faut qu'il se sente capable de faire le comportement, mais aussi que son comportement atteigne les conséquences prévues. Donc c'est outcome expectation. Et donc l'idée, c'est que si l'objectif, donc si le comportement c'est faire du vélo plutôt que prendre la voiture, on peut se sentir capable ou pas de le faire. Mais si l'objectif est d'améliorer notre santé, a priori, si on fait du vélo ou de prendre la voiture, on va améliorer notre santé. L'idée, c'est que peut-être si le but est plus large, par exemple, lutter contre le changement climatique, le même comportement de prendre le vélo plutôt que la voiture, on va toujours se sentir capable de le faire, mais par contre, le lien entre moi-même qui prends le vélo et le changement climatique, il est peut-être plus faible. Donc, on pourrait avoir des perceptions des attentes d'efficacité plus faibles. Et il y a aussi la dimension collective qui est qu'on pourrait se dire qu'il faudrait que beaucoup de personnes le fassent pour qu'on atteigne le but. Donc, ça nous a amené à ces hypothèses-là. Donc, la première, c'est que si on utilise un but abstrait, par exemple, lutter contre le changement climatique, ça donne l'impression aux gens que l'action de beaucoup de personnes est nécessaire et que donc leur impact individuel n'a pas beaucoup il est petit, qui les démotive à agir. Et à l'inverse, si on utilise un but concret, par exemple une but quartier, la perception qu'il y a moins de monde qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif, et du coup, ça augmente l'importance de l'effort individuel, ce qui motiverait les gens à agir. Donc, l'étude 2 d'aujourd'hui, qui est en fait l'étude 3 dans l'article, si jamais. Donc, cette fois, on a gardé les écrans, mais aussi intéressé au recyclage du papier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait mesurer les croyances des gens, on a fait faire un questionnaire sur iPad, et on a fait un design en intra de niveau, donc les gens voyaient à la fois un but concret et un but abstrait, de manière répétée, puis pour chaque
niveau de but, on mesurait les croyances qui nous intéressent. Donc, le but proximal pour le prix du papier, c'était économiser du papier à l'université. Pour les ordinateurs, c'était économiser de l'énergie à l'université. Et le but distal, préserver les ressources de la planète pour le prix du papier et toujours aider à sortir la crise sanitaire pour les écoles. Et on a mesuré l'outcome expectancy, donc à quel point la personne pensait que si elle réalisait cette action, son acte individuel contribuerait à atteindre l'objectif, donc on a très faiblement, très fortement, et l'effort cumulatif, qui était donc le pourcentage de personnes qui devraient aussi faire le comportement pour atteindre l'impact, et on avait les 3 niveaux, donc petit, modéré, important. Donc voilà les résultats. Donc, le fait que ça augmente en petit, modéré, important, c'est assez prévisible. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, systématiquement, les barres bleues sont au-dessus des barres vertes. Donc ça veut dire que quand on demande aux gens combien de personnes devraient faire le comportement pour avoir un petit effet sur l'objectif, les gens vont dire 44% si on présente un but distant et 34% si on présente un but plus concret. Pareil, aux autres niveaux, il y a toujours cet écart selon le niveau du but. Et pour les perceptions de l'outcome expectancy, c'est l'inverse, ça va dans le sens de ce qu'on attendait. Donc les gens perçoivent que leur propre action a un impact plus important quand le but est concret que quand il est distant. Donc voilà, j'arrive au bout de la présentation. Donc dans la discussion, en résumé, le slogan Think Global Act Local, ça semble pas un si bon slogan que ça en fait, parce que ça met l'accent sur les motivations globales pour quelque chose qui est positif. Et si on veut aller dans le détail, donc, utiliser un but abstrait, ça fait sentir aux gens qu'ils ont assez peu d'impact sur le but et percevoir que trop d'autres personnes devraient agir aussi. Donc les recommandations sur ce type de communication, ça serait d'une part de fixer des objectifs plus concrets pour motiver les gens, et d'autre part d'essayer de renforcer l'impact, que ce soit objectif ou subjectif, de l'action individuelle, et pour ça il y a 2 pistes. La première, c'est donner une information sur le comportement des autres, s'il est majoritaire. Donc, on a aussi fait des études là-dessus. Et en fait, savoir que d'autres gens participent au même objectif, ça motive parce qu'on a l'impression que l'objectif va être atteint. Et une deuxième technique qui a été proposée dans la littérature, c'est l'agrégation. Donc, voilà un exemple pour le tri des déchets organiques à l'Université de Genève. L'idée, c'est qu'en fait, au lieu de présenter l'impact individuel, on va le présenter multiplié par un certain nombre de personnes ou multiplié dans le temps. Donc là, par exemple, on voit la quantité de déchets produits par une personne une journée, donc c'est assez peu. Mais si on multiplie par la taille de la communauté universitaire d'une boîte par le nombre de jours au travail, au final, si on triait, on se retrouve à trier 170 éléphants, alors que quand on regarde en termes individuels et quotidiens, c'est 220. Donc voilà un peu des suggestions pour essayer d'augmenter la perception. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention vraiment enrichissante. Alors, à présent, nous invitons les participants et participantes à interagir avec Mme Massouré. Vous pouvez poser vos questions soit directement dans le chat ou dans la salle. Dans le chat Zoom, ou verbalement. Juste pour voir le transparent avec l'escalier là. Qu'est-ce que ça veut? Voilà. Qu'est-ce que vous concluez en fait de ça? Alors, en fait, ce qui est important, c'est la différence entre les barres bleues et vertes. Oui. Donc, en fait, quand on dit aux gens, peut-être je vais remettre la question pour que ce soit plus clair. Donc, on leur demande, selon eux, combien de pourcentage de personnes devraient faire le comportement pour qu'on observe un impact. Et en fait, il en faut plus. Il y a toujours une perception qu'il faudrait plus de monde. Donc, c'est plus difficile, du coup, c'est plus difficile. Après, c'est vrai que dans cette étude, on n'a pas mesuré la perception de la norme. On peut imaginer que si, par exemple, pour petit effet, les gens ont une perception de la norme de 20%, si les gens pensent que 20% des gens le font, et qu'ils pensent qu'il faudrait 44% pour atteindre l'objectif, c'est beaucoup plus démotivant que s'ils pensent qu'il faut 34%. Une question en ligne.
Je Vous pose une pouvez question. lever la main si vous voulez poser une question. J'ai une question sinon par rapport à l'histoire de sortir du nucléaire. C'était quand même un peu très distant, quoi. À la rigueur, on voit à peine le lien, quoi. Bon, j'exagère un petit peu, mais les gens se sont peut-être dit, maintenant c'est trop bizarre ce truc. On dit de sortir du lien, ils sont peut-être un peu été irrités finalement par ce message. Oui. Mais après, donc, je n'ai pas présenté deux études qu'on a faites avec d'autres buts abstraits comme sauver la planète. Ces résultats, on les a avec d'autres. Classique. Ils vont dans le même sens. Mais c'est vrai que celui-là, il était peut-être un peu mal choisi. On continue sur des... En fait, les questions vont venir aussi au fur et à mesure, mais il n'y a pas de conflicting goals là, dans ces prises de décision. C'est là où c'est quand même le plus difficile dans notre quotidien. Là, plus dans la voiture, chez soi, je ne sais pas, plein de choses. Il y a des études sur ces conflicting goals, comment le message est du coup encore plus difficile à faire passer, parce qu'on voit là, sur la première étude, dans les 83, sans rien faire, c'était pas très difficile de fermer l'écran. Il y a quand même des choses qui sont plus difficiles, comme changer nos habitudes d'achat, tout ça. Alors, non, on n'a pas testé les niveaux de but sur des choses où il y avait un gros conflicting goal. Ce qu'on a fait, c'était après des études en ligne, on demandait aux gens, par exemple, pour acheter un nouvel appareil électroménager qui est plus efficient. Donc là, il pourrait éventuellement y avoir le but financier à court terme, mais souvent à long terme, c'est pas vraiment économique. Donc, il n'y a même pas de gros... Ça dépend en même temps, on change. Nous-mêmes, on n'a pas la solution. C'est une question. Et là, ils ont fait des études aussi Oui, bah, ça, c'est l'autre article aussi avec les normes où justement on disait, on mesurait combien de personnes avec les autres personnes faisaient, puis on leur disait qu'il faut un certain seuil à atteindre pour qu'on atteigne le but. Et sur ces comportements-là, on voyait qu'il y avait toujours cette notion qu'il faut que les gens croient que leur action va changer quelque chose pour qu'ils le fassent. Donc si on croisait le niveau de la norme avec le niveau du seuil, par exemple, si très peu de gens faisaient et on leur disait qu'il faut qu'une grande proportion de personnes fassent, du coup ça les démotivait. Et à l'inverse, on leur disait qu'en fait, par exemple, 50% des gens faisaient et qu'il fallait 55 pour avoir un impact, et ben ils étaient plus motivés à faire. Et à l'inverse, quand la norme dépassait le seuil, donc on leur disait qu'il faut 50%, que 50% de gens fassent et il y a 60% qui le font déjà, ben en fait, c'est démotivé aussi. Donc c'est vraiment l'effet de comme expectancy sur l'intention qui est important. Il y a quand même, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même la même chose que quand on vote, finalement, c'est un effet de groupe. Ouais. Si on vote, on sait déjà que c'est déjà plié, on ne va pas, c'est les 60%, puis si on pense que de toute façon, on n'a aucune chance pour être un candidat, un certain candidat, on ne se met pas la peine d'y aller. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde pense voilà, exactement. Enfin, c'est l'accumulation de petites votes. Mais on n'a pas de résultats là-dessus, sur les comportements, c'est les comportements de groupe, c'est le domaine, quoi, mais il n'y a pas de résultats qui existent sur ces phénomènes de masse et de... Après, il y a tous les travaux sur les dilemmes sociaux. Ouais, j'ai forcément. Quand les intérêts individuels sont opposés aux intérêts collectifs, souvent c'est des intérêts individuels à court terme opposés aux intérêts collectifs à long terme. Mais il n'y a pas ce niveau de but sur les dilemmes sociaux présentés en tant que tels. Mais en fait, tous les comportements écologiques sont des dilemmes sociaux finalement. Parce que, en tant qu'individu, on porte l'effort de faire des comportements. Ça ne sert pas à grand chose individuellement. Alors que les conséquences sont pour la société ou pour nos montants. Peut-être des questions aussi. Pour toucher l'individu en tant que personne seule, est-ce que vous avez mis des moyens en place? Non, alors ça, c'est vrai que c'était des études que j'ai faites dans ma thèse, donc elles étaient vraiment orientées recherche, en fait, on teste des choses, voilà. Après, donc, comme ça a été dit dans l'introduction, j'ai vraiment des mandats pour plutôt changer de comportement, et donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'analyser la situation, en fait, et quelles sont les barrières au comportement, quelles sont les motivations. Et donc là, c'est vrai que la vision est un peu plus large que dans ces études, parce qu'on dit pourquoi les gens font pas le comportement. Et puis on essaie de proposer des choses en fonction de chaque situation. Vous venez de soulever une des raisons principales, je pense que les étudiants, ça
concernent pas trop, ils ne se sont pas concernés par la chose en tout cas. Et que moi, je suis partisan du fait qu'ils ont tellement de choses auxquelles penser que la question de l'intérêt, ça ne touche pas. Honnêtement, l'attitude et de valeur des étudiants sont quand même assez. Oui, alors l'attitude, c'est clair. Une personne va dire, enfin, je peux pas dire qu'elle va dire, je fais attention, etc. Mais après, changer ses propres comportements et avoir cette manière de penser, bah, si moi, je propose que moi, je fais quelque chose à mon échelle, ça ne change rien. Personnellement, si je pouvais mettre une solution en place, ce serait inclure dans le cursus de comportement vert. Si ce n'est pas dans le cursus, les étudiants, ils ont appliqué les Est-ce que la compréhension du problème a aussi un impact sur des actions, la mise en mouvement de changement de comportement? Par exemple, je pense à la fresque du climat ou d'autres manières de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ouais, alors ça. Ok. Oui. Oui, ça, normalement, c'est plutôt en lien avec les connaissances. Les croyances, les règles sont plus importantes. C'est pas le prédicteur le plus fort. Donc, en soi, ce qui montre, c'est qu'en fait, c'est plus ce comportement, on ait des croyances, des connaissances qui soient correctes. Mais là, on a plus de tu remettras. Okay. Yes, but we. C'est pas forcément ce qui va changer. Après, on peut dire que d'avoir une certaine compréhension des phénomènes, une certaine connaissance de base, c'est important pour ensuite avoir des croyances favorables, mais ça suffit pas. Et après, il y a le déni. Et après, il y a le déni qui est la construction d'une connaissance pour justifier un comportement, une contre-connaissance. Alors, je crois que Marina avait une question, elle peut la poser à présent. Madame Marina, vous avez la parole pour poser votre question. Vous pouvez couper. Une question comme ça, Non. discussion. Ah oui. C'est une observation. On a énormément de parallèles sur le Sinon, Mais c'est dans et un Américain, voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez mieux maintenant. C'est beaucoup mieux. Ok. Puisque c'est votre micro qui est ouvert, il faut les inviter à poser la question sur le chat. Oui. Donc, si vous, les personnes à distance, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. J'ai une question en attendant, je ne sais pas si on arrive à entendre à distance. Pardon? Ah, Ouais. d'accord. Alors, la question, c'est, tout au début de votre présentation, vous avez parlé justement de l'effet opulence de la société en Suisse, plus ou moins à Genève, où les gens consomment plus parce qu'il y a beaucoup plus d'opulence. Maintenant, est-ce que, je me pose la question, est-ce que des fois, il n'y a pas aussi un effet de résistance à la réduction par crainte justement de ne pas faire partie d'un groupe de plus privilégiés? Est-ce que
ce que vous avez pensé ou bien est-ce que vous avez aussi analysé ce genre de comportement? Donc, la question, je reformule, c'était les premiers chiffres sur les comportements, le fait que les Suisses consomment beaucoup plus que les Européens, par exemple. Et du coup, la question, c'est est-ce que les gens ne vont pas aussi être motivés à adopter des comportements pour appartenir au groupe riche, on va dire, c'est ça. Donc oui, alors moi, je n'ai pas beaucoup trop travaillé là-dessus. Par contre, je sais qu'il y a effectivement des travaux sur l'identité et notamment, par exemple, les Tesla. Ces voitures qui sont écolos, mais aussi il faut être riche pour les avoir. Du coup, il y a des gens qui peuvent être motivés à adopter ces comportements précis-là pour, c'est un peu un signal de statut. Ouais. Oui, il y a des effets là-dessus. Ouais. Et du coup, va vraiment inciter les gens à consommer plus, en tout cas par rapport au travail, c'est-à-dire tout ce qui est mobilisation de technologie, etc., s'investir beaucoup plus pour arriver à ce statut visé et faire partie d'une communauté d'experts. Parce que certains groupes, peut-être déjà vivant avec un certain statut, c'est peut-être pas le souci de remettre ça en question, de ralentir, mais il y a d'autres justement qui visent un jour d'arriver là, et pour cela, il faudrait justement adopter certains comportements qui ne sont pas du tout écologiques. Donc, je me dis, parce que je ne sais pas si, de là où je viens, en tout cas, on voit aussi cette tendance de comportement de gens qui disent, mais c'est ce qui va me permettre de sortir de ma situation. Donc, absolument, je ne veux pas ralentir maintenant, consommer moins, sinon pas question, parce que je veux faire partie de cette prisée qui, par exemple, le jour où je pourrais travailler et gagner plus, donc je voyagerai beaucoup plus et visiter le monde, forcément. C'est vrai que là, je pense qu'on retombe sur les conflicting goals dont on parlait avant. C'est vrai que l'environnement, ce n'est pas la seule et unique motivation des gens, et c'est normal aussi. Donc, du coup, voilà, quand les comportements sont... Je saurais donner des solutions, enfin, des comportements précis à adopter, du style, les gens ils le savent, hein, mais quand on répète un peu plus à longueur de journée, je m'inclus dedans aussi, hein, parce que je n'ai pas un comportement, je pense, très écologique non plus, mais disons que j'essaye au mieux. Pourtant, on me dit des fois que c'est pas, par exemple, ma vie de trier, c'était pas forcément bien. Alors, on dit des gens qui font la morale. Moi, je sais plus comment on va faire. C'est aussi ça. C'est des gens qui proposent des actions concrètes à mettre en place. Des fois, ils nous disent que tu fais mal. On me dit, bon, je fais rien alors, si je fais mal. Mais si on donne des solutions concrètes aux étudiants, parce que là, si on reste en cadre universitaire, je pense à Stéphane qui m'a montré une fois les fiches, je crois que tu as montré les cartes que tu avais faites. Non, c'était faire la fresque du climat. Ah, la fresque du climat, bah voilà, ouais. Mais des trucs tout bêtes, je ne sais pas si c'est vraiment écologique. Moi, par exemple, je m'intéresse à l'humain plutôt que la fast fashion. Parce que la fast fashion, c'est un fléau. L'avion, j'ai eu le maximum aussi. Des choses à petite échelle. Mais... Il y a une question dans le dessous. Alors, avez-vous observé une résistance à la surcharge d'informations parfois contradictoires et la culpabilisation de l'individu autour de la prise de décision pour chaque petite action journalière? Ou plus précisément, quelle dimension étudiée prenait ça en compte? Alors, dans mes études, on n'a pas eu, enfin, un petit peu de résistance. C'est vrai que j'avais fait des premières études à la bibliothèque que je n'ai pas présentées ici. Et en fait, donc je me cachais à la bibliothèque et j'observais si les gens ils éteignaient ou pas les écrans avec les mêmes messages. Et j'ai vu des gens qui arrachaient mes messages, en fait. Et moi, je ne suis pas allée les voir pour leur demander pourquoi ils faisaient ça, mais là, c'est une sorte de résistance. C'est que les gens, je pense, ils en ont marre, effectivement. Pourtant, les messages n'étaient pas culpabilisants dans l'intention, mais perçu comme ça, et du coup c'était un peu arrêter de nous dire ce qu'il faut faire, et voilà. Oui, c'est aussi, oui, pardon, je posais la question. Je pense qu'il y a aussi non pas stop. Il y avait cette chose que si c'est si important, pourquoi il ne s'éteint pas toute seule? Pourquoi est-ce que si ces décisions sont les bonnes décisions à prendre, pourquoi ce n'est pas, entre guillemets, la loi? Déjà, pourquoi ce n'est pas le défaut? Pourquoi est-ce qu'on me charge de ces informations à chaque fois?
je ne sais pas s'il y a eu... Résistance. Je n'entends plus rien. On n'entend plus rien ici de ce côté. Oui, on n'entend plus rien. Ouais. Ah, tu te rends compte, si tu prends une main parce que tu ne peux pas acheter Mais moi, je trouve qu'il y a un truc, une stratégie, c'est de rajouter ça, ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a aussi un problème avant tout ça, c'est qu'il y a une sorte de confusion par rapport au comportement qu'il faut avoir. Par exemple, quand tu mentionnes le fait de m'insulter, c'est moi qui l'ai dit. C'est pas toi, hein. C'était toi, mais par contre, on a sorti parfois, en fait, ça consomme énormément. Attendez juste 2 secondes. Ouais, donc, en fait, parfois, il y a une. Je parlais un peu de la confusion qu'on avait par rapport à justement tous ces comportements à avoir, parce que moi qui m'intéresse beaucoup à cette thématique, c'est pas clair en fait quels sont les comportements à avoir. Je me disais, voilà, elle a eu pas mal de commentaires sur le fait que voilà, trier, c'est pas bien, c'est effectivement trier nos déchets, ça consomme énormément d'énergie. Par exemple, le verre, le but, c'est la fin, c'est pas vraiment la solution, c'est pas vraiment de les trier, c'est d'autres choses. Par exemple, il y a aussi beaucoup de messages qu'on reçoit, par exemple, dans les mails oui, n'imprimez pas cet email, ou bien là, on reçoit énormément de messages comme quoi il faut passer au numérique parce que ça va économiser du papier, mais au fond, c'est pas clair. C'est le numérique, en fait, tout est stocké dans des serveurs qui fonctionnent 24/24. Donc, pour moi, il y a aussi un énorme problème dans la confusion sur les gestes à avoir. Parce que c'est pas clair qu'est-ce qui est efficace ou pas. Et donc ça crée un peu... il y a de l'agit, mais on ne sait pas si ça a un effet, et en fait, on ne sait pas si... Enfin, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que c'est pour la bonne cause, mais que ce n'est pas efficace. Donc, comment... Il n'y a pas vraiment de... Mais ça, ce n'est pas une problématique de prise de... C'est peut-être pas la problématique de l'usage, c'est pas parce que ça, c'est une problématique plus d'environnement de contenu, quoi. Pour moi, ça peut clairement empêcher le fait d'avoir envie de changer de comportement, vu qu'en fait, c'est pas comment quel comportement est efficace. Oui, c'est sûr. Je pense le risque que les gens fassent des petits gestes qui n'ont pas tellement d'impact. Bon, d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, mais dans des écrans, je pense que c'est parce qu'il y a de l'impact. Voilà, pour étudier, et du coup qu'ils fassent des petits gestes et du coup pensent qu'ils font assez et qu'en fait sur les grosses choses qui ont beaucoup d'impact ne le font pas parce que ça demande plus d'efforts. Donc c'est vrai qu'une sorte de hiérarchisation peut-être de qu'est-ce qui a le plus d'impact. Mais bon, honnêtement, il y a des il faut chercher, mais il y a ces informations par exemple. La consommation de viande, c'est un impact énorme. Voilà, il y a des choses comme ça, mais c'est les gens intéressés qui vont aller chercher et du coup il y a un jeu qui est super bien par rapport à ça, justement, qui hiérarchise tout. C'est quoi je crois, vivons nos vies zéro carbone. Alors, je vous remercie tous et toutes pour vos échanges et cette intervention vraiment enrichissante. On pourrait poursuivre la conversation indéfiniment parce que l'actualité est vraiment, c'est une question d'urgence. Mais nous arrivons à la fin de ce séminaire Brown Bag. Donc, voilà, nous remercions une fois de plus Madame Moussaoui pour son intervention et vous, chers participants, pour vos questions et commentaires. Nous vous rappelons que l'intervention d'aujourd'hui sera disponible sur le site internet des Brown Bag, http://www.unige.ch. Et il vous est également possible de vous inscrire à la liste de diffusion des Brown Bag en envoyant un mail à l'équipe des Brown Bag. Le prochain séminaire aura lieu le mardi 22 mars et nous accueillerons à l'occasion Madame Béatrice Gisclard. Merci et à très prochainement.
Merci. Il y a encore des questions. L'intervenant est là, on peut poursuivre. Non, c'était par rapport aux émotions, parce que je pense qu'il y a un peu venu avec la culpabilité là. Parce que sur l'environnement, il y a aussi il y a des fois la catastrophe. Ouais. Est-ce que c'est bien ou pas bien de faire peur finalement? Tout va s'écrouler. Est-ce que c'est pas l'objectif de ces messages globaux de faire peur? L'artiste va plus exister. Et est-ce qu'ils ne sont pas efficaces parce qu'ils sont globaux aussi? La peur, est-ce que c'est bien ou pas? Ouais. Alors, il y a beaucoup d'effets sur l'appel à la peur, mais peut-être plus en santé. Donc, il y a tous ces spots pour les accidents de la route, par exemple, où on montre des choses horribles, ou aussi sur les paquets de cigarettes, les photos de poumons horribles comme ça. Donc, ça, c'est l'appel à la peur, et il y a vraiment beaucoup de travaux là-dessus. Et il y a un résultat qui est constant, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que les gens aient l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, s'ils se sentent démunis, ça ne sert à rien de faire peur. Par contre, il y a un débat entre les auteurs, entre ceux qui disent que dans tous les cas, ça ne sert jamais à rien ou que de toute façon, il y a d'autres solutions qui sont mieux. Donc, il faudrait laisser tomber l'appel à la peur. Et d'autres gens qui disent non, quand les gens ont très peur, mais qui savent aussi comment réagir et qui se sentent capables de réagir, dans ce cas, c'est efficace. Donc ça, c'est des résultats plutôt sur santé. J'avoue que je ne connais pas exactement sur l'environnement, mais je pense que ça serait pareil. Et peut-être que sur l'environnement, il y aurait justement cette perception qu'en fait, on ne va pas pouvoir changer tout seul en tout cas, et du coup, a priori, ça ne semblerait pas efficace. Ouais. Ça reste le nœud, avoir l'impression d'avoir un impact. Ouais. Savoir comment faire ça. Ok. Du coup, il y a une autre question aussi que je viens de poser. C'est le rapport justement à ces conseils qu'on donne et la structure même, le rapport au travail, l'organisation du travail, la structure de l'environnement, qui ne change pas, qui reste telle qu'elle, tandis que l'impact, l'accent est beaucoup plus mis sur le comportement individuel. Donc, lorsqu'on considère, par exemple, la mobilité, comme vous avez présenté, donc rouler à vélo au lieu de conduire une voiture, et si par exemple, un individu n'habite pas à proximité de son lieu de travail et qu'il doit gagner sa vie et que justement la structure de son environnement n'est pas faite telle qu'il pourrait justement faciliter sa mobilité à vélo. Donc là, justement, se sentir, il y a des petits gestes qu'on peut poser, c'est vrai, et comme vous avez dit, des petits gestes qui vont forcément un impact énorme, mais ça, par exemple, la question de mobilité qui est conséquente, mais on remet la culpabilité sur l'individu, tandis que le système lui-même devrait d'abord réorganiser de sorte à faciliter ces changements de comportement. Voilà. C'est plutôt un commentaire, une question. Non, mais je suis d'accord. Et puis, donc, c'est sur notre domaine, mais là, j'ai récemment regardé les travaux pour encourager le tri des déchets. Et dans une méta-analyse, ils montrent que ce qui a le plus d'impact, c'est restructurer l'environnement, donc mettre les éco-points proches des maisons, par exemple, changer le type de collecte, etc., plus que d'autres interventions. Après, moi, je considère que c'est quand même du changement de comportement, de restructurer l'environnement, mais c'est vrai que c'est l'effort n'est pas mis sur les... Enfin, ce n'est pas les individus qui portent l'effort. Oui, je peux même partager une anecdote. Je peux faire rire. J'habitais en Haïti, on habitait près de la rivière, la grande rivière qui traverse toute la plaine du Cul-de-Sac. Et mon mari, il est très penché, versé sur ça. Et depuis longtemps, on sensibilise les enfants, donc on fait le tri des déchets et tout ça. Mais lorsque le camion passe, je sais qu'à la fin, ça va atterrir à la rivière. Donc lui, à chaque fois, il disait, mais il parlait en chauffeur, mais écoutez, essayez de trouver un autre point et le type pour avoir une bonne communication, il dit oui, je ferai attention. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on sait qu'il prend le tour et à la fin, ça atterrit à la rivière. Donc, l'environnement lui-même n'est pas structuré ensemble pour faciliter les changements de comportement. Avant de recycler, je pense qu'il faut moins consommer. Et avant moins de consommer, il faut aussi moins produire. Ouais, c'est un peu... Il faut que les grands de ce monde fassent d'abord... Et ça, c'est aussi un argument pour ne pas agir soi-même. Non, tu connais, c'est pas une excuse, justement, c'est pas une excuse. Il existe aussi, je ne sais pas si c'est des dragons, de l'eau, d'autres dragons. Parce que je n'ai pas envie de dire, ouais, ils ont qu'à agir plus haut avant d'agir. Moi, j'essaie déjà d'agir à mon échelle, mais disons que j'aimerais personnellement que, ne serait-ce que l'université, hormis des petits emails à gauche et à droite pour nous dire de sensibiliser à l'environnement, fasse plus de séminaires. On en parle plus dans les classes un peu. Non, en lettres, je n'ai jamais entendu parler. Je suis désolée. Ouais, mais en lettres, on n'a pas beaucoup. Déjà, on n'a pas d'électricité en lettres. On a une bibliothèque qui dort
mais moi, je sais pas clairement. D'ailleurs, pour le Mais programme, souvent, pour la science de la durabilité, il y a le programme qui est sorti, vous pouvez voir sur le site web, et il y a des fresques du climat, des fresques du numérique, et il y a des conférences, il y a des ateliers, et si tu veux te renseigner. Nous, on a pas mal enquêté sur tout ce qui se faisait à l'université. Il y a un bureau qui s'occupe de ça, plein d'initiatives individuelles. Mais les initiatives individuelles, encore une fois, je suis désolée, mais un étudiant, il a déjà. Non, individuel de l'université. Au niveau des profs, des au niveau de administrations. l'institution, Il y a plein de choses, mais c'est saupoudré. Il n'y a pas d'incitation, il y a plutôt des initiatives C'est individuelles. ça, il faudrait des incitations. Parce que... Et les incitations, il y en a, mais c'est depuis 2 ans. Il y a eu le Covid entre-temps. Alors, voilà. Et depuis qu'il y a le Covid, ça a pris toute la place. Quoi. Donc, ça a commencé avec l'histoire des avions, quand même. On a une